Ah, voilà. Donc, bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire qui est sur le thème de comment faire des affaires avec des personnes de cultures différentes. Donc, d'abord, pour présenter Agora Alliance en deux mots, donc, nous sommes un incubateur dédié aux entrepreneurs venus d'ailleurs, typiquement des entrepreneurs immigrants. Et on se spécialise dans le domaine des immigrants de première génération, c'est-à-dire ceux qui ont traversé soit l'Atlantique, soit le Pacifique, ou qui ont remonté le continent américain. Euh, donc cet incubateur a vocation vraiment à accompagner des chefs d'entreprise dans toutes les étapes de la création, du développement, de l'accélération, à travers toute une gamme de services que vous découvrez sur notre site internet. Mais sans plus attendre, donc, ce que je souhaiterais, c'est vous introduire notre intervenant, Habib, aujourd'hui, qui est notre expert, je dirais, du développement des affaires multiculturelles. Donc, pour présenter Habib, je dirais que d'abord, c'est un entrepreneur multirécidiviste, dans le sens où il a développé des affaires dans des domaines très variés, dans le domaine de l'import-export, de la restauration, du développement web, du coaching, du conseil en affaires. Et je préciserai que Habib, il a vécu sur, on va dire, trois continents, parce que, comme il se décrit lui-même, il est né au Moyen-Orient, mais il se dit donc libanais de naissance, français par alliance, il s'est marié qu'une française, et puis canadien par choix. Donc j'aime bien cette définition. Et puis pour Habib qui est né au Liban, pour moi ça m'inspire deux choses. La première, c'est que on dit que les origines des Libanais sont les Phéniciens, et les Phéniciens étaient des grands commerçants. Ils ont développé des comptoirs de commerce à beaucoup d'endroits autour de la Méditerranée. Et puis la deuxième pensée que j'ai par rapport au Liban, c'est bien sûr à nos amis de Beyrouth, qui ont vécu quand même quelque chose de catastrophique. Donc c'est juste une petite parenthèse pour avoir une pensée pour tous les habitants de Beyrouth et tous les entrepreneurs de Beyrouth. Donc voilà, donc bienvenue Habib, merci pour ta participation à ce webinaire. Et, euh, et je vais donc introduire le sujet. Avec Habib, en fait, on a choisi de le faire dans un mode un petit peu de discussion, et puis on va l'articuler autour de cinq grands temps forts. Et le premier de ces temps forts est ce qu'on appelle l'intégration. Donc, Habib, merci encore pour ta participation. Et quand on est immigrant, quand on est entrepreneur, qu'on arrive dans un nouveau pays, toi qui as l'expérience de l'avoir fait plusieurs fois, qu'est-ce que ça veut dire s'intégrer en tant qu'entrepreneur immigrant? Tout d'abord, merci de me recevoir. C'est que ce webinaire, ce sujet-là est très, on va dire, est très intéressant quand on est entrepreneur, surtout quand on est en contact avec des cultures différentes. Puis, merci pour la petite pensée pour le Liban, même si on est loin, on est toujours lié à ce pays-là. Et puis, on peut pas nier un peu ses origines. Puis d'ailleurs, derrière moi, c'est la ville de Beyrouth, avec quand même une belle vue de la ville pour donner une idée. Euh, pour te dire, moi, quand j'ai quitté le Liban avec un sac à dos, direction la France. Donc, je savais pas qu'est-ce que j'allais faire. Puis, je suis parti jeune en tant qu'étudiant. Donc, je pense que la première façon bien d'entreprendre, c'est passer à l'action. Donc, c'est prendre un sac à dos puis quitter. Partir, c'était la première chose. La première nuit, je l'ai passée en auberge de jeunesse. Et puis j'étais en train de découvrir un pays différemment, d'une autre façon, parce que je connaissais la France en tant que touriste. Et puis là, je vais le découvrir en tant qu'étudiant, puis j'allais le découvrir en tant que, on va dire, entrepreneur avec tout ce que j'ai pu faire. D'ailleurs, j'ai quitté la France un peu plus tard, il y a 5 ans, où je suis arrivé au Canada avec une famille et un conteneur. Donc, en fait, ce n'est plus le même sac à dos, c'est pas le même bagage. Donc, c'est quand même un point important parce que quand on change aussi de pays, c'est aussi comment on s'intègre aussi dans une culture. Le moment auquel on arrive, c'est très important. Quand on est jeune, c'est pas pareil avec un sac à dos que quand on arrive en famille ou quand on arrive avec un conteneur et d'autres responsabilités. Et c'est vrai En que quoi c'est différent, justement? En quoi c'est différent?
Moi, pour te dire, jeune, quand je suis parti chez un sac à dos, dormir dans une tente ou une auberge de jeunesse, c'est différent que quand tu as la responsabilité avec des enfants et tu dis, OK, je vais me lancer, j'embarque des enfants avec moi, j'embarque ma famille, est-ce qu'on va trouver un travail, est-ce que on va se lancer on va dire, dans les affaires. Moi, mon réflexe d'entrepreneur, c'est qu'à peine arrivé ici, j'ai monté mon entreprise de conseil telle que j'avais aussi en France. Donc, mais j'ai eu aussi à un moment donné, un moment de dire, OK, mais peut-être si je rentre en tant qu'employé, ça va me permettre de mieux étudier le marché, de comprendre comment ça fonctionne. Ça m'a été très utile aussi, tout en gardant mon entreprise de conseil et pour reprendre un peu les affaires. Donc, c'est vrai que il y a une partie que quand on quitte notre pays, on peut se retrouver en tant qu'entrepreneur, on a des zones de référence, en fait, qu'on appelle peut-être aujourd'hui zone de confort. Moi, je l'appelle zone de référence. Donc, on a l'impression qu'on fait les affaires tous de la même façon, ça suit le même processus, que ça soit, on va dire, en France, on arrive, ça va être pareil ici. Ah, on parle la même langue, ça va être très facile, on va s'intégrer très vite. Sauf que c'est pas réellement le cas. Donc, c'est pour ça que parfois, j'aime utiliser le terme que, au lieu d'avoir mes zones de confort, j'ai l'habitude de faire de telle et telle façon, c'est que j'ai une zone de référence. Donc, et j'essaye d'adapter quand j'arrive et je m'intègre dans un pays, c'est-à-dire, OK, quelles sont mes nouvelles références? Okay. Et justement, sur ce point-là, par rapport à tes zones de référence, quelles ont été, est-ce que tu as le souvenir, parce que ça fait combien de temps que tu es arrivé à Montréal, au Canada? 5 ans. 5 ans. Donc, est-ce que tu as le souvenir, par rapport à tes zones de confort ou tes zones de référence, qu'est-ce qui t'a le plus surpris? Quelles ont été vraiment les premières choses qui auraient pu te déstabiliser dans cette phase d'intégration? Déstabiliser, je vais peut-être te raconter une histoire que j'ai eue avec un client québécois, parce qu'on part tous, on vient de France, on parle français, on dit, bah, on parle français ici, ça va s'intégrer. Je me rappelle une fois que j'étais en pleine, on va dire, négociation avec un client, et puis je lui ai écrit un mail en disant euh, pour harmoniser un peu une certaine relation sur un compte qu'on devait aussi ajuster une certaine relation. Puis j'écris en français de France. Et je suis sur la route, je reçois un appel d'un de mes partenaires, il me dit Habib ne répond pas au mail. Je dis mais pourquoi? Je lui dis parce que tu as reçu un mail qui n'est pas sympa, parce que je regarde après, c'est en disant bah on m'a jamais parlé comme ça sur ce ton. Et puis moi je regarde mon mail, je dis mais qu'est-ce que j'ai dit? Puis en fait c'est là où il m'a expliqué une chose. Il me dit tu sais, il y a certains mots en français, même s'ils sont parlés en fait, c'est la même chose, mais la définition est différente. Et donc, c'est là, en fait, où j'ai appris une chose très vite. Je dis, OK, je dois faire attention à certains mots que j'utilise. Et parfois, j'allais même poser la question, est-ce qu'on s'est bien compris? Donc, ça m'a permis de bien reformuler les choses pour ne pas rentrer dans des malentendus qui n'ont rien à voir dans notre relation. Et surtout, j'avais demandé aussi à ce partenaire-là, je lui dis, OK, toi, tu vas être mon traducteur de franco-français à franco-québécois. Et donc, je compte sur toi, tu seras mon filtre. Et en même temps, je vais apprendre avec toi. Et cette anecdote-là, elle est restée aussi dans ma tête pour dire, OK, c'est un sujet qu'on abordera aussi tout à l'heure. C'est l'importance de la communication et du vocabulaire qui est utilisé. Donc, et ça en fait en fait partie. Mais j'en ai plein d'anecdotes comme ça que j'ai réalisées sur moi-même par rapport aux références. On en parlait tout à l'heure. Moi, j'ai jamais lu les conditions générales de vente, que ce soit pour un carte bancaire, pour autre. Mais là, je peux te dire ici, pour ouvrir un compte, ça se passe tellement vite que tu dis, OK, ben, je vais lire tout. Est-ce qu'on a l'impression que quand on change de pays, on veut essayer de comprendre le pays dans lequel on va faire des affaires, dans lequel on va vivre aussi. Et donc, je peux te dire que j'ai lu toutes les conditions de ma carte bancaire à l'époque pour m'assurer comment ça fonctionne. Parce que pareil, ici, il y a des cartes de crédit, cartes de débit. En France, on a les deux. Au Liban, on n'en a pas du tout. On a même une retraite. On a failli en avoir. Mais donc, c'est pas pareil dans la gestion financière. Si on reprend le thème, donc tu as le thème du vocabulaire qui n'est pas forcément identique entre le français de France ou le français d'Afrique subsaharienne ou le français du Québec.
Est-ce qu'il y a on parle vraiment de comportement, est-ce qu'il y a des comportements dans tes premières phases d'intégration où tu as pris conscience qu'il y avait des différences dans les comportements, dans les attitudes, des choses sur lesquelles tu aurais pu être mal interprété ou tu interprétais mal les comportements des personnes que tu rencontrais? En termes de posture, en termes d'attitude, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise? Et quels sont les enseignements que tu en as retirés? Parce que là, sur le vocabulaire, tu dis, en fait, j'ai demandé un traducteur pour m'aider à interpréter le vocabulaire, mais en termes d'attitude et de comportement, est-ce que tu as mesuré des différences qui ont été vraiment des enseignements pour toi? Bah, il y a plusieurs niveaux dans la façon on va dire, de regarder de comportement surtout quand tu fais aussi des affaires. Moi, ce qui est marqué, nous, par exemple, en France, bah, nous, j'aime pas dire, utiliser le terme nous. Moi, je considère nous, on est ici. Mais on va dire les Français, la façon de faire aussi des affaires telles que moi j'ai pu faire avec les Français, on réfléchit aussi beaucoup. Donc, on a besoin de réfléchir. On conçoit beaucoup, on passe des années à en concevoir. Tandis qu'ici, c'était très flagrant. C'est plus aussi une mentalité anglo-saxonne. En fait, je me lance dans les affaires. On a une discussion très directe. Ça peut être déstabilisant parce que nous, on arrive en disant on va être politiquement correct, on va négocier, on va en parler. Tandis que là, non. On rentre dans les affaires directement. Tu me dis les choses et puis après, on peut échanger. Ça, Ok. c'était peut-être la partie la plus surprenante, mais aussi surprenante dans le sens venant de France. Mais elle l'était moindre parce que ça m'a fait réaliser qu'on peut faire aussi des affaires comme ça au Liban. Donc, culturellement, ici, je me suis retrouvé beaucoup avec mes racines par rapport au Liban, par rapport Ok. aussi, euh, par rapport aussi à l'accueil des gens, au fait que aussi on s'intéresse qu'on s'intéresse aussi, on va dire, aux autres. Il y a, moi, ce qui m'a marqué ici, c'est que la première fois que j'ai discuté avec un de mes clients, ça m'a touché aussi. Ça m'a dit, ah, toi, tu t'appelles Habib Abi Khalil. Et là, en fait, pour te dire, j'ai réalisé, bah oui, en fait, il vient de prononcer mon nom. Mais ça faisait des années que même moi, je me dis Habib Abi Khalil. Et lui, il vient de me dire Habib Abi Khalil. Je peux te dire, ça m'a touché. Je dis, bah, en fait, oui, je m'appelle comme ça, mais ça fait des années que je l'utilise même pas moi, parce que j'étais en contact avec on va dire, on va dire les Français qui avaient du mal à prononcer ça. Et donc, c'est très appréciable. C'est très appréciable aussi. Donc des petites choses comme ça qui permettent je peux te dire que quand tu fais des affaires et quand que tu veux négocier avec quelqu'un qui te sort ça, bah, c'est un moyen aussi pour détendre l'ambiance, pour montrer aussi je m'intéresse à toi comme moi je m'intéresse à ce qu'on va faire ensemble. En fait, alors moi qui suis français, ça me parle ce que tu dis parce que en fait, ce que tu dis, c'est que ce que tu perçois, c'est que la culture de faire des affaires au Liban est plus proche de la culture québécoise, que tu n'as pu la comparer avec la culture française des affaires. Oui. Quand tu dis en fait que tes premières origines ont été plus en proximité avec la culture québécoise des affaires. Et la deuxième chose sur la notion de prononcer le nom, c'est vrai que, alors c'est peut-être une particularité montréalaise, parce que Montréal est quand même la ville où il y a, je crois, plus de 120 ethnies qui cohabitent. Donc, on est beaucoup plus confronté ici à Montréal à côtoyer des gens d'origine du monde entier, des personnes venues d'ailleurs. Donc, peut-être que les Montréalais ont déjà un bon entraînement je dirais, à apprécier et à pratiquer, je dirais, des sonorités plus variées qu'un Français de France très français, entre guillemets. Donc, il y a peut-être cet aspect d'ouverture du fait je dirais du côté multiculturel de Montréal. Euh, Après, par rapport à ça, est-ce qu'aujourd'hui, au-delà de la langue, du vocabulaire, est-ce que tu as perçu une manière différente de se présenter en tant qu'entrepreneur? Quand tu as commencé à faire ce qu'on appelle le 5 à 7 ici, le réseautage, est-ce que ta manière de te présenter a été différente entre la manière dont tu te présentais en France et la manière dont tu te présentes aujourd'hui ici au Québec? Euh, je- En fait, il y a un point sur lequel on va dire, je vais attirer l'attention là-dessus, c'est que on a tendance que quand on parle aussi de culture en disant que tout le monde fonctionne comme ça. Ah, parce que c'est au Québec, on fonctionne bien parce que c'est au Canada ou c'est en France, et puis on a tendance à généraliser ou attribuer à ce moment-là des étiquettes.
Moi, ma façon de faire, c'est que, et je pense que le fait d'être dans plusieurs cultures, parce que je travaille aussi dans le domaine de l'e-commerce et du digital depuis des années, on travaille à distance, on travaille avec des cultures différentes, donc je baigne un peu dedans. Mais c'est vrai que il y a la partie plus humaine qui est derrière. Donc, quand on parle d'humain, donc il y a ce que nous on apprend. Peut-être ton expérience, toi, Jean-David, elle peut être différente de la mienne, même si on a des casquettes de français. Donc, je trouve que c'est important de distinguer ce point-là, de dire que de ne pas généraliser en disant est-ce que par rapport à une culture, il y a un truc culturel différent. Après, c'est aussi une attitude et une personnalité. Il y en a certains en tant qu'entrepreneurs savent que réseauter ou aller à des 5 à 7, ce sont des tels qu'on les appelle ici 5 à 7, on va se faire apéro, tel qu'on faisait aussi en France ou un peu partout. Mais on les nomme différemment. Dans tous les cas, en tant qu'entrepreneur, moi, je suis quelqu'un qui est extraverti. Je vais vers les gens plus naturellement. Mais j'ai aussi ma technique de le faire. Il y en a qui peuvent se bloquer et d'autres non. Moi, je suis quelqu'un qui utilise beaucoup l'humour pour passer des messages très importants. Et je trouve que c'est aussi un très bon moyen pour s'approcher aussi des gens. La petite différence qui peut être, on va dire, que tu peux remarquer, c'est que euh, t'as pas besoin de raconter en fait ta vie ou le beau temps. Tu peux t'intégrer dans une discussion assez rapidement que de préparer un pitch dans lequel tu vas tomber pour dire bah moi je vends ça et puis est-ce que tu achètes? Moi je vais plus de m'intéresser à la personne avec qui je vais discuter. S'il y a aussi donc Mais est-ce que cette technique, elle a aussi bien fonctionné en France qu'ici, ou est-ce que tu as eu plus de facilité à développer des contacts en France ou plus facilement ici? il n'y a pas une technique qui est infaillible, parce que moi, il y a certaines choses de dire, bah, il y en a qui supportent pas l'humour, mais il y en a qui disent, voilà, il aime faire des affaires en disant, tiens, bah, parle-moi directement, et puis on met carte sur table. Et je pense le fait d'être dans plusieurs cultures, ça, c'est un vrai atout, parce que ça permet aussi de s'adapter en fonction avec qui on parle. Est-ce que l'humour fonctionne tout le temps? Je peux te dire peut-être pas tout le temps, mais à la majorité du temps. Est-ce que j'ai remarqué que même dans l'humour, c'est pas pareil. Si je te raconte une blague à la libanaise, nous, en tant que Libanais, on va se comprendre, peut-être on va éclater de rire, un fou rire, tandis qu'un Français, il va dire, mais j'y comprends rien, parce que tu as aussi le jeu de mots. Moi, la première blague française qu'on m'a racontée, c'était Paf le chien. Et j'étais là, c'est ça l'humour français. Et donc, tu vois, j'avais du mal avec mon humour libanais de rentrer dans l'humour français. Mais maintenant, on va dire, c'est pareil. Et ce que j'ai remarqué ici, et j'adore ça, il y a aussi l'aspect de l'autodérision. L'autodérision, ça veut dire que on prend pas les choses on va dire, très au sérieux, mais ça ne nous empêche pas de travailler sérieusement. Et j'aime bien cette attitude-là aussi parce que ça permet de garder un certain équilibre que de dire là, on est tout le temps négocié, le process est comme ça, qu'il faut que tu remplisses telle et telle chose. Je dis pas que ça n'existe pas, mais ça revient toujours à l'histoire des relations humaines qu'on peut avoir. Alors, l'autre question qui me vient, j'oriente un peu les questions parce que j'essaie de le mettre en effet miroir avec des expériences que j'ai vécues personnellement, mais est-ce que, est-ce que quand tu t'es présenté en tant qu'entrepreneur, en tant que offreur d'une offre de produit ou de service, tu as senti une plus grande curiosité spontanée avec les entrepreneurs québécois ou lorsque tu le faisais en France, est-ce que où c'est que tu sentais que tu avais plus rapidement de l'impact et une attention plus développée? Est-ce que les Français étaient plutôt réservés? Est-ce que les Québécois étaient plus ouverts ou inversement? Et est-ce que tu as senti des différences? Bah, tu sens une différence déjà dans la façon de faire le business. Comme on disait tout à l'heure, c'est que les Français ont besoin de concevoir, ont besoin d'analyser tout avant de passer aussi en affaires. Puis le relationnel est important entre est-ce que je t'apprécie pour faire affaire avec toi ou je fais affaire avec toi parce que, on va dire,
je sais pas comment je l'ai dit. Je me suis ennuyé. C'est qu'est-ce que il y a l'aspect d'appréciation pour faire des affaires où je fais tes affaires et je t'apprécie après. Oui. Ici, il y a le test and learn. On lance, est-ce que ton produit me parle? Est-ce que tu m'apportes quelque chose? Il y a des techniques qu'on peut suivre en tant qu'entrepreneur pour dire comment tu présentes ton service, on va dire, ou ton produit. Mais quand il y a la réception, elle est toujours au fait que est-ce que j'ai créé une certaine relation avec la personne? Et ça existe ici. Ça veut dire que ça dépend si toi, tu fais ta démarche en premier pour aller chercher, en fait, on va dire le client ou essayer de te vendre, ou si quelqu'un vient te chercher aussi. Donc, OK. l'activité, elle est, on va dire, la relation, elle est différente en fonction de comment tu abordes la chose. OK. Donc là, on vient de parcourir un peu la notion de l'intégration quand on arrive et puis les grands principes de communication, de la manière de se présenter. Après, le point fort suivant qui me vient quand on est entrepreneur, c'est prospecter. Comment on prospecte quand on arrive au Québec? Comment on prospecte ailleurs? Est-ce que tu sens des différences de la manière de prospecter au Québec, notamment à Montréal? Il y a des choses que tu as apprises qui te paraissaient vraiment nouvelles par rapport à tes expériences passées sur d'autres territoires. Bah, je peux te dire que la prospection qui se passe, c'est, je peux te raconter pas mal de choses. J'hésite avec une anecdote à te raconter parce que celle-là, Vas-y. elle m'a marqué. C'était, j'ai invité un futur client en fait à un match de hockey parce que ça, c'est aussi une façon de faire. On fait partie dans une prospection de suivre peut-être un certain processus. Et ici, c'était de dire, bah, on peut inviter quelqu'un pour approfondir notre relation, peut-être avant de signer des affaires, apprendre à se connaître. Et c'est vrai qu'avec ce client, on va dire ce client-là, ce qui est devenu client aussi après, c'était en 1 heure de temps qu'on a passé ensemble, on va dire à dîner ou faire un match de hockey après, j'ai appris tous les sacres du Québec. J'ai jamais vu quelqu'un qui peut. En fait, je pense que les mots que tu peux rajouter on va dire, je cherchais les mots dans la phrase à insérer entre les sacres. Donc là, je pense que j'ai eu mon premier cours et c'était génial parce que je me suis dit, tiens, bah maintenant j'ai tout eu. Puis il m'expliquait aussi en même temps, parce qu'il y a des nuances liées à ça. Et c'est vrai que l'autre point qui m'a beaucoup marqué, et ça c'est un lien aussi par rapport au Liban, c'est les référencements. Donc je te réfère quelqu'un, ça fonctionne beaucoup de bouche à oreille. Ça fonctionne beaucoup aussi en confiance. Moi, je connais Jean-David, je vais le présenter à Anne-Solène parce que je connais Habib, j'ai confiance en Habib, il me parle de Jean-David. Bah, en fait, j'accueille Jean-David et je peux l'appeler. Je peux te dire que tu peux essayer de rentrer à certains endroits et que tu n'arrives pas. Il suffit que quelqu'un qui te réfère, tu as un appel téléphonique dans l'heure qui suit. Et ça, m'est arrivé. Puis j'ai eu aussi euh, euh, d'autres anecdotes un peu comme ça par rapport, qui comparent un peu par la ville, un peu comme on parlait tout à l'heure de Montréal avec toutes les ethnies, où on peut voir aussi Québec, parce que j'ai essayé de rentrer aussi dans la ville de Québec. Et j'ai eu quelqu'un qui me dit, ah bah en fait, on aime travailler avec toi, mais en fait, tu habites pas Québec. Et donc ça a été dit, franchement, je dis, bah ça reflète un peu l'esprit villageois qu'il y a. Puis moi, je suis de nature très positive. Donc c'est ou bien je le prends personnel, je dis, ils sont comme ça, on va pas pouvoir travailler. Non, mais j'ai réussi à travailler avec d'autres en passant par d'autres, on va dire par d'autres canaux, liés aussi, euh, on va dire, euh, on va dire, pas d'amitié, mais trouver aussi quelqu'un qui peut t'introduire, parce que c'est l'axe le plus important. Mais surtout aussi de ne pas prendre sur soi certaines réactions, parce que je compare aussi, et parfois je prends une société et la comparer à l'esprit de famille. Bah, si quelqu'un débarque de nulle part et qui veut rentrer dans ta famille, si tu as des enfants, toi Jean-David, quelqu'un qui va rentrer dans ma famille pour venir, tiens, je vais sortir avec votre fille,
et ben là, je vais le regarder de travers. Donc, imagine aujourd'hui dans une société, toi, tu débarques de nulle part, on ne te connaît pas. Donc, c'est très important quand tu veux prospecter, d'avoir aussi un allié local, de te rendre visible aussi, donc d'être présent, d'avoir les sorties de 5 à 7. Je pense, Laetitia, vous avez eu aussi un webinaire ensemble sur le réseautage. Elle en a beaucoup aussi parlé de son expérience, mais c'est vrai que chaque expérience dépend aussi de la personnalité Ouais. des gens. Alors ça me fait penser à plusieurs choses, hein, ce que tu dis, c'est la notion du réseautage. C'est vrai que si je prends un peu des expériences personnelles, quand je suis arrivé ici, euh, je me suis rendu compte, en fait, je peux dire qu'en 5 ans, 100% des affaires que j'ai pu signer, c'est parce que j'ai été introduit. J'en ai eu zéro seul. Donc ça, c'est l'enseignement. Et ce qu'on appelle ici le référencement ou la cooptation, dans la culture française, ça s'appelle du piston et c'est plutôt mal vu. Donc ça c'est Donc une aussi. première différence. La deuxième chose, quand je suis arrivé aussi, j'ai quelqu'un de la Chambre de commerce française du Canada qui m'a dit une chose qui m'a marqué. Quand je suis arrivé, c'était dans les premières semaines, il m'a dit le Québec est à l'avocat ce que la France est à la noix de coco. Alors je vais expliquer la métaphore. C'est-à-dire que le Québec, c'est l'avocat, c'est-à-dire que la peau est tendre, c'est facile de rentrer en relation. En revanche, le noyau à l'intérieur de l'avocat est très dur. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est rentré en relation qu'on a des relations cordiales et d'écoute et de respect mutuel que pour autant on va conclure l'affaire. Alors qu'en France, c'est la noix de coco. C'est très dur de rentrer en contact, la carapace est très dure, mais une fois qu'on est rentré en contact, qu'on a développé des relations, ensuite c'est tendre comme la noix de coco à l'intérieur et on y est pour longtemps. Et ça me fait penser vraiment à des différences culturelles parce que, comme tu te disais tout à l'heure avec tes mots, c'est que je, sans faire des généralités, puisque tu as raison, on ne peut jamais généraliser, surtout dans des lieux comme Montréal où il y a, comme je disais, plus de 120 ethnies de gens qui travaillent. Mais c'est vrai que moi, qui suis du sud de la France, dans le sud de la France, j'ai de la famille à Nice, j'ai de la famille en Corse, donc tu vois, c'est vraiment le sud de la France. On est plutôt dans une culture où c'est parce qu'on s'apprécie qu'on fait de la business ensemble. Alors qu'ici, j'ai plutôt ressenti que l'intérêt était parce qu'on faisait de la business ensemble, on se fréquentait. Donc, j'en tire pas une généralité, mais c'est vraiment une nuance que moi j'ai perçue, où beaucoup de gens m'ont dit, beaucoup de témoignages m'ont dit, ben, en fait, quand il y a plus de business, en fait, les liens se distendent jusqu'au jour où la business recommence et on recommence à travailler ensemble. Donc ça, c'est une perception que j'ai eue. Je ne dis pas que c'est une généralité, mais c'est des choses que j'ai pu remarquer. Donc voilà, ça va un petit peu dans le sens de dire qu'il y a vraiment des différences de la relation d'affaires, une différence de la relation humaine, qui ne sont pas forcément totalement homogènes dans tous les pays où on peut travailler. Heureusement, parce que moi, je trouve que cette diversité-là, c'est là où il y a la richesse. Comme je te disais tout à l'heure, je travaille dans le monde digital. Dans le monde digital, le monde devient petit. Donc, tu es connecté avec tout le monde. Donc, entre celui qui parle avec accent, entre celui qui sait pas en bien parler, qui interprète ce que tu dis, entre la culture aussi, puis il y a certains enseignements qui sont liés que quand on travaille aussi de cette façon-là, à quelle vitesse on s'adapte. Donc, parfois, j'utilise le terme intégration, mais je me dis, c'est plutôt à quelle vitesse on peut s'adapter. Donc, ça me fait toujours penser à une plante que tu la jettes dans le désert, bah, elle va prendre en fonction des ressources qu'elle a aujourd'hui pour aussi vivre et s'épanouir telle qu'elle peut s'épanouir. Et Ouais. j'aime pas la notion en disant que, on va dire, que, que tu deviens canadien. Je fais la différence avec le terme citoyen. C'est pas juste avoir un passeport, c'est aussi vivre avec les cultures, partager aussi des choses. Moi, par exemple, j'accroche pas le hockey, mais j'adore aussi le Québec. J'adore la gentillesse des Québécois. J'ai des amis québécois que j'adore, qui m'adorent aussi. Donc, mais tu as aussi, on va dire, la richesse de ce que je sens moi en tant on va dire, culturellement parlant. Et c'est là où l'humour aussi, je l'utilise aussi. Quand je dis je suis libanais de naissance, français par alliance et canadien par choix, j'ai eu un Québécois, bah oui, mais t'as dû au Québec. Le Québec, c'est pas le Canada. Donc ça, c'est une nuance aussi. Donc, le Québec, c'est pas le Canada. La partie, on va dire, est-ce qu'on parle français? Est-ce que on parle français parce que on est
on va dire, on est parce qu'on habite en France ou pas. Donc c'est cette nuance-là, elle joue quand on veut faire des affaires, parce que faire des Ouais. affaires au Québec, c'est différent du reste du Canada. Donc moi, je me dis, tiens, j'ai une quatrième culture maintenant. Je peux dire, je suis québécois de résidence. Et donc maintenant, je rajoute celle-là aussi. Donc je joue l'humour avec ça. Et puis j'estime que quand on fait des affaires, c'est très appréciable aussi de faire gagnant-gagnant, de ne pas arriver avec des étiquettes en disant ah oui c'est comme ça, on va faire de telle et telle façon, puis parce que c'est lui, on lui colle une étiquette, on nous colle une étiquette. Moi je dis je connais le taboulé libanais, tu as la poutine, bah je te présente le taboulé, présente-moi la poutine et peut-être ensemble on va faire la taboutine si tu veux, on crée ensemble quelque chose. Et c'est pour ça que j'utilise on va dire ma richesse ou ma hybridation culturelle pour faire aussi on va dire des changements tels que moi je l'estime, je prends le plus de tout. Et ça, Ok. pour développer aussi des affaires, il faut que tu développes des relations. Et donc les relations, moi la première fois quand je suis arrivé ici, même en France, c'est peut-être mes origines au Liban. Notre maison au Liban, elle était tout le temps ouverte. Tu arrives à 2 heures du matin, tu toques, ah, ben, installe-toi, puis on mange un truc. Donc en France, non, il fallait aussi attendre, prendre un rendez-vous, est-ce qu'on vient, qu'est-ce qu'on apporte et tout. Et donc, mais moi j'ai toujours été plus, j'aime accueillir. Donc là, on fait des affaires ensemble. La relation se passe très bien, ben, je t'invite chez moi. Donc, c'est un signe aussi je t'ouvre aussi ma porte pour que tu apprennes à me connaître moi, pas juste le gars qui négocie avec toi tel et tel projet. Et j'estime que cet équilibre-là permet aussi de garder on va dire un certain équilibre dans l'intégration en disant, bah non, eux, ils sont comme ça et nous, on est comme ça. Donc, j'enlève le eux et le nous. Donc, Ok. on a une relation plus de partenariat. Et pour te raconter aussi, j'avais ouvert un restaurant en France. Mon restaurant en France, on a toujours dit avec mes frères, parce que c'est une affaire qu'on a fait en famille, c'est que nos clients sont pas des clients, ce sont des invités. Et ces invités, quand tu reçois chez toi, tu leur donnes pas des petits bouts, tu fais tout pour le faire en fait plaisir, pour que les choses se passent bien. Et donc, et ça, quand tu fais ce genre aussi de mentalité, parce que ça impacte dans ta relation d'affaires, ça impacte avec les fournisseurs avec qui tu travailles, ça l'impacte avec tes clients. Par contre, je peux te dire que nous, on avait un humour qu'on voulait instaurer dans ce restaurant, que je dis, bah, ça aurait pu marcher beaucoup plus ici qu'en France. Parce que moi, je faisais la cuisine libanaise rapide, mais fait maison, parce que tu peux manger rapidement, mais mange sainement. Et que l'étiquette, c'était non, c'est manger bien, c'est gastronomie, manger vite, c'est pas bien. Et puis, il fallait changer ça. Puis nous, on a fait une gazette, le, Ouais. le, le falafel qui va à la lune, le shawarma qui attaque la tour Eiffel. Donc, on avait un humour qui parfois était là, mais c'est quoi ça? On avait du mal. Donc, tandis qu'ici, quand tu vois comment c'est l'humour ici, l'autodérision, puis je me dis, ah ben, ça aurait pu exploser ici. J'ai Ok. réfléchi à ça mais Alors, je fais autre chose aujourd'hui. pour finir sur l'aspect prospection, après on va passer à la partie négociation, la manière de négocier, mais sur la prospection, dis-nous sincèrement, est-ce que quand tu es arrivé ici, tu t'es appuyé sur ta communauté française ou libanaise pour amorcer ton activité, ou est-ce que d'entrée de jeu, tu as pu développer des affaires avec des natifs ou d'autres communautés ethniques? Est-ce que le hasard t'a amené à faire des affaires sans t'appuyer sur une communauté soit française, soit libanaise? Euh, Sincèrement. c'est un mix des deux. OK? J'étais pas en contact avec la communauté libanaise. OK? Et on voulait pas faire, on va dire, comme la majorité qu'on dit par rapport aux Français qui viennent ici, ils vont au plateau. Nous, on est allé à la rive sud. Donc, parce que nous, déjà, quand on va en tant que touriste en famille, on se mélange aussi, on n'aime pas suivre un cadre précis. Mais pour être franc, le premier boulot qu'on a eu, que ma femme a eu, c'est parce que c'est un ami français qui nous a introduit à un endroit, que ce soit à la garderie ou à l'agence où j'ai travaillé. Et OK? en fait, j'ai pas présenté de CV. C'est pour ça qu'aujourd'hui, des gens, quand ils présentent des CV, moi, je leur dis, mais non, mais parlez-moi de votre expérience. Donc, et l'expérience, elle joue en fait partie. Et qui peut te connaître mieux ou ton expérience que les gens qui peuvent te connaître? Et je peux te dire aussi que j'ai rencontré des gens d'autres communautés qui fuient exprès leur communauté parce qu'ils ont des expériences négatives dans leur pays.
Donc, tant moi j'arrive, ah tiens, bah toi t'es telle nationalité, tu peux travailler avec un tel, bah il m'a dit non, 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 je veux pas travailler. Donc en fait, tu as ça aussi. Donc, par contre, avec ceux avec qui j'ai fait affaire, j'ai beaucoup plus travaillé. J'étais introduit par un Français, mais j'ai travaillé avec des Québécois. Oui, mais tu as été Donc, introduit par un Français. mais j'étais introduit par un Français. Donc, il faut Ok, savoir aussi, c'est lié à l'activité. Si tu oui, prends par rapport à l'activité, moi je parle du monde du digital, dans une seule entreprise, même s'il y a 15 personnes, tu peux avoir 15 citoyennetés différentes, on va dire, mhm. ou 15 cultures différentes. Donc on est inconditionnellement en fait lié à ça. Ok. Donc, Merci pour cette précision. Donc, maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on passe à l'autre thématique, qui est la négociation. Est-ce qu'on négocie de la même manière au Québec, au Liban ou en France, d'après toi? Quelles sont tes expériences sur la négociation, la manière de défendre la valeur, de défendre son prix, de défendre ses conditions d'affaires? Est-ce que tu as pu noter des différences? on négocie pas pareil. Ça, je peux te le dire. On négocie pas pareil. Ça peut être déstabilisant. Parce qu'il y en a qui suivent un process, parfois, un rituel, et c'est très important. Il y en a que le fait de négocier, c'est offensant. Je veux dire, ah, t'as pas confiance en moi, ça c'est le prix que je t'ai donné. Tandis qu'il y en a, où moi je viens d'une culture, bah, tu négocies tout. Moi je me rappelle mon avocat en France, bah, il m'a sorti, ah, vous les Libanais, vous négociez tout. Je dis, bah oui, bah, tu m'annonces un prix, moi je m'attends à ce qu'on échange un peu par rapport au prix. Mais la négociation, elle n'est pas juste une question de prix. Moi, j'ai toujours, on revient sur le point d'une relation humaine. C'est que quand tu négocies aussi, tu es en train de négocier un projet, tu es en train de négocier un partenariat, tu es en train de montrer une valeur. Et en fait, le résultat, c'est d'être gagnant-gagnant. Donc, ici, c'est très résultat. Je dis, OK, bah, montre-moi combien tap. C'est très direct. Donc, sur certains aspects, je peux te dire, ça m'arrange aussi et j'adore ça. Donc, mais sur certains aspects, j'ai envie de prendre un peu plus de temps. Je travaillais avec une grosse, on va dire, marque de chaussures très connue de luxe en France. À un moment donné, que dans la négociation, quand tu négocies au début, ça change aussi avec la relation que tu instaures avec ton client. Donc, à un moment donné, tu apprends à dire avec qui je négocie, comment il fonctionne et qu'est-ce qu'on doit. Donc là, à des moments, je dis, ah, François, tu tournes autour du pot, dis-moi, c'est quel prix que tu veux mettre, quel budget que tu as et puis qu'on arrive à faire. Donc, tu peux avoir des discussions plus directes comme ça. Et ici, tu les as, les discussions plus directes. Ici, il y a aussi, montre-moi comment on va dire, on va dire, montre-moi comment tu peux m'aider. Donc, ce qui est en fait dire, au lieu de vendre ton produit, c'est dire bah, comment ton service ou ton produit aussi, tu te positionnes pour aider quelqu'un d'autre. Ça veut dire que ta façon aussi de faire, de négocier, elle n'est pas juste à suivre un script qui te dit ça, fais ça. J'en ai eu aussi encore des gens qui appellent et puis en fait, tu le sens même avec le ton. Tu vois, t'es pas authentique. Je dis, il faut faire ça, ça et ça, et puis tu t'écoutes, et puis tu sais que le gars suit un script. Donc, je peux te dire, ça, il y a Mais, un peu de tout, mais mais il y a quelque chose qui me surprend dans ce que tu dis, en fait, ouais. c'est que euh, la perception que j'ai, c'est que au Québec, on est beaucoup plus consensuel qu'on peut l'être en France. Donc, quand tu dis qu'ici, les gens sont plus directs, moi, je trouve que les Français sont plus directs, des fois, sont un peu brutaux dans le sens, en France, on aime bien la confrontation d'idées, l'opposition d'idées, le rapport de force, alors qu'ici, je trouve qu'il y a une culture beaucoup plus consensuelle, beaucoup plus de l'équilibre de la relation, et en fait, j'ai du mal à partager, ou alors j'interprète mal ce que tu évoques, mais ce ton direct, je le retrouve moins ici qu'en France. Alors, peut-être qu'on a des expériences différentes, peut-être qu'on côtoie des milieux différents. Euh, Mais peut-être il y a le fait de parler de la négociation ou de la relation client. Moi, je distingue un peu les deux. C'est que quand tu es là en train de négocier, c'est pour ça que je te dis, il y a les phases quand tu négocies oui. au Mais ça début. fait partie de la relation. Négocier, ça fait Okay. partie de la relation du client. Donc, C'est une des étapes. Euh, et c'est quelque ça. part, quelqu'un qui a été très consensuel avant ou après la négociation, il y a de grandes chances qu'il essaye d'être consensuel en négociation. Il ne change pas en fonction de la phase où il se trouve. Et
Moi, ce que j'ai vu, la partie consensuelle que tu dis, c'est pour éviter on va dire des conflits. Et là, c'est clairement là. Et moi, j'ai eu une expérience aussi avec un client où j'ai préparé l'équipe, son site était down, ça n'a pas marché. Je lui dis, OK, ça passe en France, il te dépose plainte, il te réclame de l'argent, il fait plein de choses. Et là, j'étais en mode, on va faire un tac. Puis on arrive avec l'équipe, l'équipe du client, mon équipe. Et là, la discussion, ah oui, il y a un problème, ça vient de nous, ça vient de toi. Ah ben, on comprend, ben, qu'est-ce qu'on fait? Et moi, j'étais là. J'étais en mode, comment on va recevoir ce tsunami de colère de clients, sauf que là, c'était dire, bah, consensus, oui, ça arrive à tout le monde, qu'est-ce qu'on fait? Puis on essaye de trouver un problème qu'à un moment donné, tu sors, OK, mais est-ce qu'on a pris une décision là? Est-ce que quelqu'un a vu la même chose que moi ou pas? Donc, sur sa partie de consensus, j'ai trouvé ça où on me dit, Habib, relax, t'es au Québec ici, c'est pas une vie de conflit. Et en fait, ça m'a beaucoup aussi aidé pour voir on va dire certains aspects par rapport à cette relation client. Mais si tu regardes par rapport à la négociation, et c'est peut-être lié au fait du milieu de travail, ou ça peut être aussi lié à la personnalité, c'est que moi, quand je négocie aussi, je dis les choses directement, m'assurer que ça soit aussi gagnant-gagnant. Et comme c'est aussi la façon que j'étais plus côtoyé avec des anglo-saxons, donc j'ai travaillé avec l'Angleterre, il y a le Liban, il y a plus aussi le Canada anglophone. Donc cette discussion-là, elle peut être franche et directe. Donc c'est pour ça que la partie consensus, je te comprends très bien. Je l'ai vécu pour dire on va rentrer en conflit. Mais je pense que ça fait partie de la culture ici, c'est qu'on n'aime pas rentrer en conflit, de comment on peut arranger les choses. Est-ce que tu as noté des différences quand on parle d'entreprendre et d'avoir des activités commerciales? On ne peut pas éluder le fait de parler d'argent. Est-ce que tu perçois que la relation à l'argent entre le Liban, entre la France et le Québec est différente? Ah, l'argent, c'est éternel, ça. C'est, je pense ici, on peut parler, ça dépend. Dans le monde des affaires, tu peux parler argent. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs ont du mal avec la partie argent, c'est dire bah, combien je vaux. Et ça, c'est un autre sujet, c'est que la relation avec l'argent, c'est que combien je vaux, quel est mon service pour pouvoir parler argent. Et en fait, on met l'argent comme histoire de tabou parfois, sauf que c'est le nerf des guerres, de la guerre. En France, c'est comme si parler argent, on le laisse toujours à la fin, on attend pour dire est-ce qu'on en parle ou on n'en parle pas, ou c'est que Tu as le sentiment qu'on en parle plus tôt ici, plus facilement ici moi, j'ai qu'en plus France? facilement ici. Okay. C'est un aspect, c'est la relation que tu peux avoir avec l'argent, mais je sais qu'ici, si tu veux parler argent, il y a pas de m'as-tu vu, comme je peux avoir on va dire peut-être en France ou au Liban. Au Liban, j'ai connu aussi des gens qui circulaient avec des Mercedes 600, mais ils n'avaient pas l'argent pour faire le plein de leur auto. Donc, il y avait toujours cette image-là aussi de montrer. Ici, tu peux aussi montrer ton image. D'ailleurs, ça, c'est un point dans lequel l'image, quand on se montre aussi, on travaille beaucoup notre image et on se met nous en avant, pas notre produit. Donc, parce que moi, je travaille avec des coachs, on va dire de gens autour de ce genre d'activité et se présenter avec son image. Donc, ça reflète aussi, est-ce que oui, il présente son argent, tu es obligé de parler on va dire, de ce que tu gagnes ou combien tu gagnes. On en parle pour moi plus aisément ici. En France, on le cache. Au Liban, on fait un mix. Je dis, je te montre ce que je ne suis pas. Et puis, tu vois, ça peut être ça. Mais ça revient, je n'aime pas généraliser, mais c'est lié aussi à des expériences qu'on a vécues. D'ailleurs, au Liban, aujourd'hui, il y a plus de gens qui réellement souffrent, on va dire, financièrement qu'autre chose. Mais ils ont un esprit entrepreneur au Liban. Et c'est ça que j'adore, peu importe. Peu importe, avec l'explosion, là, je fais une parenthèse rapide, Ouais. je peux te dire, là, c'est en train de se reconstruire et je pense que c'est notre côté de survivant, là, comme on parlait tout à l'heure avec Anselme, de résilience. Absolue. Donc, Ok, donc pour finir, parce que le temps passe vite, hein, on pourrait en discuter pendant des heures. Le dernier point de négociation, c'est
le sujet de la continuité de la relation en affaires ici au Québec, par rapport à ce que tu as pu vivre aussi par ailleurs. Est-ce que tu détectes des particularités dans la manière de rester en relation, d'entretenir la relation commerciale, la relation d'affaires, la relation humaine, professionnelle tout simplement? Est-ce que tu as pu noter des différences qui t'ont interpellé, hein? Bah, je pense qu'il y a un point de, peut-être comme tu l'as dit tout à l'heure par rapport à l'avocat, c'est que, et une noix de coco, on peut prendre celle-là pour dire l'exemple dans comment tu peux aller plus loin dans les relations. Et le fait d'être vraiment authentique, je pense que c'est lié plus à on va dire, à la personne en tant que telle. Mais, euh, mais culturellement, si on veut parler culturellement, avec l'exemple de l'avocat que j'aime bien, comme tu l'as montré, c'est que parfois c'est peut-être difficile, mais ça garde une relation à long terme. C'est que là, je t'ai accueilli chez moi, t'en fais partie, parce que j'ai vu que tu fais aussi des efforts de ton côté. Et moi, je mélange pas tout le temps le pro avec le perso, mais il y a des relations qui durent très longtemps, ce sont des relations dans lesquelles on parlait de confiance aussi. C'est que instaurer une confiance, ça prend du temps. Et quand cette confiance-là, elle est là, ça met en place une certaine fidélité dans laquelle on peut continuer à développer. Donc moi, mon conseil autour de ça, c'est plus côté humain que culturel, que c'est cette ouverture d'esprit que tu peux avoir, dire, OK, mais moi j'ai une relation de client, est-ce que je la maintiens? Euh, Est-ce que c'est devenu réellement un client? Parce qu'il y en a parfois, le terme client, c'est un peu comme ami. Nous, j'ai une discussion avec un ami québécois. La différence avec les mots, un peu tout ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a ami et vrai ami, tandis que nous, on a copain et on a ami. Donc, ta relation aussi d'affaires, est-ce que c'est une relation d'affaires? L'affaire est finie. Merci, au revoir. C'est comme quand je reçois des appels. On parle, puis un, deux, trois. Nous, en tant que Libanais, oui, mais tu sais, j'ai oublié de te dire. Puis en français, on laisse, tandis que, OK, bye, poum. Moi, je peux te dire, cela, c'est comme si ça coupait une relation. Mais quand on les comprend, ça permet de dire, OK, ben, d'accepter l'autre comme l'autre aussi t'accepte, et ça permet de créer une relation où il y a une adaptation dans ça. Et ça joue beaucoup sur est-ce que j'investis une relation de client juste à faire ou j'investis dans une relation de partenariat. Donc, il y a beaucoup d'investissements peut-être clients ici. Ça revient aussi au domaine de travail. Donc, je ne parle pas d'entrepreneurs généraux ici, que c'est une autre façon de faire les choses. Mais si tu veux voir une idée de comment tu t'entretiens une relation, ben, va sur Kijiji. Tu vas rencontrer un peu comment les particuliers négocient, entretiennent des relations entre eux et comment se font les affaires là-dessus. Ça te donne une idée un peu pour. Alors, ça me fait penser à une autre anecdote que j'ai pu remarquer, c'est que quand j'ai commencé à faire des 5 à 7 dans des endroits que je fréquentais régulièrement, je me suis rendu compte que des personnes que je côtoyais, j'avais du mal à rentrer en relation et je me sentais presque un petit peu observé. Et puis à un moment donné, j'ai le souvenir de personnes qui se sont approchées de moi en me disant, mais est-ce que tu es ici, tu habites ici? Je dis, ben oui. Mais est-ce que tu es venu avec ta famille ici? Ben oui. Est-ce que tu es vraiment installé ici? Ben oui. Et en fait, j'ai perçu que, vu que le Québec est un pays où il y a une forte attraction, c'est-à-dire que c'est vraiment un lieu qui attire beaucoup d'envie, il y a aussi beaucoup de gens qui en repartent. J'ai eu le sentiment que dans le monde des affaires ici, les gens sont soucieux de savoir si tu es là pour longtemps ou si tu es là de passage. Et en fait, je me suis rendu compte en les rassurant, en leur disant, bah oui, je suis venu ici avec femme et enfants, oui, bah, j'ai acheté ma maison, oui, mes enfants sont scolarisés ici, etc. Pour certains, c'était un déclencheur en disant, OK, je peux m'investir dans la relation parce qu'il ne va pas partir au bout de 3 mois ou il ne va pas partir au bout d'un an. Et ça a été une surprise pour moi parce que je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Et je me suis rendu compte qu'il y a des personnes qui attendaient de voir si j'étais là pour longtemps ou si j'étais là que de passage. Donc, est-ce que c'est des choses que tu as vécues aussi ou est-ce que tu as senti cette hésitation au début d'entrer en relation parce que les personnes ont besoin de savoir si on fait partie du paysage ou si on ne fait pas partie du paysage entrepreneurial dans la durée? Bah, surtout, il y a des choses que j'ai vécues on va dire similaires, mais surtout aussi que il y a
Tu le sens, c'est toujours avec une anecdote qu'on peut présenter certaines choses. Donc, quand on était au Nouveau-Brunswick, on croise des Québécois. Les Québécois étaient là, comment vous trouvez le Québec? Est-ce que vous êtes content et tout? Mais c'était au Nouveau-Brunswick en plus. Et que vous êtes installé parce qu'ils nous prenaient avec notre accent. C'est-à-dire que quand tu intègres aussi, ou tu vis ici, tu prends pas réellement l'accent. Mais quand je parle avec des Français, ils me disent « Ah, t'as pris l'accent québécois ?» Je dis « Mais tu connais pas l'accent québécois. Il faut, il faut beaucoup, mais peut-être on utilise des expressions. Mais, mais le fait de se sentir que quand tu es intégré ici, ça change de l'image que tu viens en tant que touriste, tu viens en tant qu'expatrié, ou tu viens aussi pour vivre ici. Donc, il y en a beaucoup qui tentent avec des stats ou des chiffres en disant tu dois passer des hivers ou tu as 5 ans, en fait, tu es d'ici parce que tu arrives à connaître un peu plus. Moi, j'avais posé la question à un de mes amis, je dis à quel moment tu vas me considérer, on va dire, québécois? D'un côté, quand je lui ai posé la question, il m'a dit quand tu vas me dire que tu habites à tel endroit. Je dis mais j'habite à tel endroit depuis 4 ans. Donc, ce n'est pas juste le fait d'habiter. C'est vraiment au-delà de comment aussi tu investis. C'est avec tes parents. Tu te dis, OK, bah, peut-être ils ne vont pas aimer l'hiver, ils vont rentrer chez eux. Ou ils ne sont pas venus faire des affaires ici. Et donc, c'est pour ça le choix aussi de ne pas vivre au sein de sa communauté. Ça ne veut pas dire ne pas travailler avec sa communauté d'origine. C'est aussi de se dire, bah, je fais partie du paysage ici. Puis ma question, même en la posant, quand est-ce que tu vas me considérer québécois? Moi-même, je me suis dit, mais pourquoi je veux aussi être québécois? Et ma richesse, elle est tout ce mix-là. C'est que je suis un citoyen québécois. Je respecte aussi ce qui se passe ici. J'adore ce qui se passe. On va dire que de ce pays-là, on a tous des qualités et des défauts. Mais est-ce que c'est lié à dire, bah, je suis québécois? Si j'aime pas le hockey, ça veut dire que je suis pas québécois? C'est comme si ta tête se revient sur l'image de la famille. Est-ce que quand je suis dans la famille, est-ce que si mon fils aime, on va dire, n'aime pas tel sport, ça veut dire qu'il n'intègre pas la famille? Tu vois, donc c'est cet aspect-là que je considère que voilà, tu peux vivre à un endroit et je pense que l'intégration se fait, même en affaires, c'est donnant-donnant. Ça se fait de deux côtés. Donc tu veux faire affaire avec moi, je veux faire avec toi, qu'est-ce que ça nous apporte? Donc, et ça construit une relation à longue durée, pas juste one shot. Ok, donc on pourrait dire que c'est un peu la synthèse, c'est de se dire de trouver une relation équilibrée. C'est aussi s'inscrire dans la durée, je pense. Oui, C'est quelque chose qui ne s'improvise pas. C'est vrai que quand on est immigrant, entrepreneur immigrant, on peut avoir le coup de chance qui fait qu'on va faire des affaires rapidement parce qu'on a le bon produit au bon moment vis-à-vis de la bonne personne. Mais en général, la plupart du temps, c'est un processus qui est long. Et c'est vrai que le fait de s'intégrer dans l'écosystème entrepreneurial, moi, je tirerais cet enseignement-là, c'est trouver des appuis dans sa communauté d'origine, mais pas seulement. Mais c'est aussi, je dirais, c'est une remise en question, en fait. Il y a beaucoup d'entrepreneurs que l'on côtoie au sein d'Agour Alliance qui disent moi, j'ai l'impression d'avoir à désapprendre pour réapprendre à faire des affaires. Et ça, c'est quelque chose qui est assez fort, qui est dit assez souvent, parce que les repères ne sont pas les mêmes, les codes culturels ne sont pas les mêmes, la relation d'affaires n'est pas forcément la même dans tous les pays, dans tous les lieux où on peut faire des affaires. Et c'est vrai que c'est cette notion un peu de désapprendre pour réapprendre, ça veut dire de l'empathie, ça veut dire de l'écoute, ça veut dire de la remise en question. Donc c'est pour ça que moi je dis toujours, un immigrant, c'est déjà quelqu'un d'entrepreneur en soi. Le fait d'immigrer, c'est un projet entrepreneurial. Et donc quand on est à la fois immigrant et entrepreneur, on est doublement entrepreneur. Donc c'est pour ça que chez Agour Alliance, on les aime beaucoup. Donc, bah, tu as des défis, tu as les défis et les émotions qu'un entrepreneur peut vivre, mais en tant qu'immigrant, tu en as aussi d'autres à ouais, porter sur ton dos. c'est Et vrai. que parfois, c'est même pas parfois, et que tu ne partages pas. Parce que tu as le lien avec ta culture d'origine et ta culture là, et dire, bah, est-ce que je m'intègre, est-ce que je vais être assimilé, est-ce que je suis québécois, je vais l'être. Mais la réalité, c'est tu peux rester toi-même et aussi apporter ta richesse. Et le fait, comme je te disais au tout début, quand on a commencé notre discussion, ce n'est
tu as ta zone de confort chez toi en affaires, tu arrives ici, tu dis, ah, ça va être la même chose, tu te rends compte que c'est pas pareil. C'est pour ça que je l'appelle la zone de référence. Et qu'au lieu, en fait, de désapprendre certaines choses, tu es juste en train de remplacer d'autres ou le faire évoluer certains parce que tu as de nouvelles références, de nouvelles on va dire, choses à apprendre, et puis tu es en mode plus adaptation qu'en mode je vais devenir et je m'oublie. Et c'est pour ça que je reviens aussi sur la notion humaine, ne t'oublie pas, tu as aussi quelque chose aussi à apporter, ne recommence pas à zéro, donc ça c'est un terme, en fait on ne recommence pas à zéro, c'est une continuité qu'on fait, même si parfois on a l'impression que ça peut être dur ou déstabilisant. Et je n'ai jamais vu un entrepreneur qui n'a jamais été déstabilisé dans l'affaire. Bon. Merci Habib. Donc, ce que je propose à présent, c'est qu'on puisse avoir des questions pour des personnes qui souhaiteraient intervenir. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez vous manifester soit dans le chat, soit en faisant une réaction avec une main levée. Et puis, on va vous donner l'opportunité de poser vos questions ou vos commentaires. Donc, voilà. Donc, la parole est à vous pour ceux qui le souhaiteraient. Est-ce qu'il y a des questions sur ces différentes phases qu'on a parcourues, que ce soit l'intégration, la manière de communiquer, la manière de prospecter, la manière de négocier ou la manière de maintenir la relation dans la durée? Est-ce qu'il y a des choses, il y a des témoignages ou des expériences que vous souhaiteriez partager? En plus, c'est un sujet où on peut parler des heures. Donc, Oui. on a essayé de condenser. J'ai l'impression qu'on a dit très peu, mais il y a quand même, c'était tellement dense. Donc, Et donc, a priori, il n'y a pas de commentaires. Donc, je pense que tu as été très complet, Ravi, très pédagogue. J'espère. Donc, avant de conclure, donc, je souhaiterais faire quelques appels. Oui, c'est un sujet dense, hein, dit Rosetta. C'est vrai que c'est un sujet très dense. Donc, plusieurs choses. Si vous souhaitez avoir l'accès à l'enregistrement de cette vidéo, je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de vous inscrire, de suivre notre page sur LinkedIn, Agoralliance sur LinkedIn ou sur Facebook. On a deux pages d'Agoralliance qui sont là pour vous informer régulièrement des futurs événements et de rediffuser les événements qui sont passés et puis de rester en contact avec notre actualité. Je vais faire un lien aussi avec un autre aspect, c'est qu'on va avoir très prochainement chez Agoralliance le lancement d'un atelier qui s'appelle « Valider son idée », alors qui est très en lien avec ce sujet, parce que quand on a une idée, qu'on soit natif ou entrepreneur immigrant, avant de se lancer, c'est bien de valider ses hypothèses de marché et de se dire, ben, au-delà de mes croyances, de mes convictions, il y a une réalité du marché ici, et surtout quand la culture est différente, c'est bon de les revalider, ces hypothèses de marché. Donc, c'est un petit atelier qui dure 3 fois 3 heures de mémoire, qui va démarrer début septembre. Donc, si vous êtes intéressé par cet atelier, venez sur notre site internet ou contactez-nous. C'est totalement à distance, c'est 3 fois 3 heures, c'est 200-230 $, je crois. Donc, c'est très, très accessible et ça se fait en cohorte. Donc, c'est un travail très coopératif. Et enfin, je vais finir par remercier beaucoup Rabib, parce que bon, avec Rabib, on a l'habitude de discuter de beaucoup de sujets. On ne s'enregistre pas parce que la bande, on n'aurait pas assez de disques durs pour enregistrer toute une discussion. Mais en tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à te faire intervenir sur ce sujet-là. J'espère que vous avez apprécié ce webinaire. Et puis, s'il n'y a pas de questions, je vous remercie tous pour votre participation. Est-ce que je peux intervenir? Bien sûr. Oui, qui est en train de parler? C'est Jacques? Oui, c'est Jacques. Et salut Habib, ça va? Salut, ça va? Oui. Pour renchérir sur le point comment j'ai lancé mon entreprise, est-ce que c'était dans ma communauté? Et non, j'ai pas, pour ma part, ce n'est pas vraiment avec ma communauté que j'ai pu lancer mon entreprise. C'est vraiment avec les autres personnes. Et ça peut pas être bizarre, mais j'ai pas eu beaucoup de support de ma communauté. Quelle est votre communauté? Je suis d'origine haïtienne. Haïtienne, d'accord. OK. Et puis ensuite, quand j'ai immigré, je voulais laisser le pays. Même si c'est pas moi qui ai pris cette décision, c'est ma femme. Je voulais la suivre, c'est correct. Mais on a pris la décision d'immigrer et puis on voulait venir à Montréal
à Montréal-Nord où on a de la famille. Mais quand on est arrivé, quand on a vu que on laissait Haïti pour venir dans un autre pays, mais on dirait qu'on avait encore la même mentalité en Haïti. Là, on a décidé de laisser, de ne pas s'établir dans la même communauté et de sortir de là. Je parle de mon expérience. Je dis pas que tout le monde a eu la même expérience que moi. La seule chose, je voulais changer de mentalité. Je voulais comme si m'intégrer. Parce que j'ai décidé de laisser. Je peux pas laisser et puis ensuite aller à une autre place et puis avoir les mêmes modes de réflexion et ainsi de suite. Et ça a été très bénéfique pour nous, pour notre famille à nous. On a pu s'intégrer dans cette magnifique société québécoise et ça m'a permis de grandir un peu plus. Comme je dis, je veux pas que ça sonne mal, mais je parle de mon expérience à moi. Non, mais c'est un très bon témoignage. Habib, tu as peut-être un commentaire par rapport à ça? Jacques, je trouve, déjà merci pour ton témoignage, mais je trouve que c'est aussi courageux d'en parler parce que ça en fait partie que quand on appartient à une communauté et on vient aussi dans un autre pays, c'est pas pour apporter aussi la même chose. Donc, je parle aussi des gens qui ont décidé de partir pour construire aussi une nouvelle vie. Donc, certains fuient certaines choses, mais je trouve que c'est courageux et puis d'en parler, de dire que voilà, c'est une décision. En même temps, préciser, ça peut être notre expérience, on va dire, personnelle. Parce qu'il y en a qui peuvent être complètement déstabilisés en dehors de leur communauté. Et d'autres ont envie aussi de dire, on s'intègre et on apporte aussi, et on veut être accueilli, accueillir aussi on va dire le pays qui nous accueille. Je trouve que c'est respectueux. Je trouve que c'est une belle preuve que on rentre pas dans un moule, mais qu'on s'intègre. Je reviens toujours moi sur des exemples de famille. C'est dire je suis des règles, mais je garde ma personnalité. Donc ça fait un bon équilibre et je trouve que c'est courageux aussi d'en parler. Et des sujets comme ça, des sujets parfois tabous, les entrepreneurs ont besoin d'en parler. J'en croise beaucoup. Et on n'ose pas en parler parce que qu'est-ce qu'elle va dire ma communauté? Ça va être mal interprété, tu vois. On revient sur pas mal d'aspects et c'est important aussi d'en parler parce qu'il n'est pas le seul, Jacques, dans cette situation-là aussi. Merci beaucoup, Jacques. Merci, Jacques. Alors, je vais peut-être compléter ce propos parce que on peut voir différents cas de figure. C'est-à-dire que moi, j'ai le sentiment, et j'ai toujours ce sentiment quand je retourne en France pour voir ma famille ou mes amis, c'est qu'en fait, les Haïtiens qui sont au Québec, ou les Français qui sont au Québec, ou les Libanais qui sont au Québec, ils ne ressemblent pas aux Libanais du Liban, ils ne ressemblent pas aux Français de France, ils ne ressemblent pas aux Haïtiens d'Haïti. Et quelque part, le fait d'avoir fait le choix de l'immigration, déjà, ça présuppose une certaine mentalité, une certaine, je dirais, ambition, un goût pour l'aventure et une relation au risque qui n'est pas, je dirais, représentative de la grande majorité de nos concitoyens d'origine qui sont restés dans le pays d'origine. Donc moi, j'ai le sentiment, quand je fréquente des Français ici, ou des Roumains, parce que moi j'ai beaucoup d'origine, je ne sais pas combien j'en ai, mais j'en ai tellement que je ne les compte plus. Mais quand je côtoie des gens d'une de mes origines, j'ai l'impression qu'ils ne ressemblent pas à leurs concitoyens de leur pays d'origine. Alors je ne sais pas si vous, Jacques, vous mesurez bien sûr des similitudes entre les Haïtiens du Québec et les Haïtiens d'Haïti, mais peut-être que vous avez pu percevoir que les Haïtiens d'ici ne sont pas forcément les mêmes. Oui. Je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord. Et puis, de la même façon aussi que même ma femme, elle est ici, mais elle comment dirais-je, elle est plus comment dirais-je, pour être politiquement correct là. On peut tous dire, dites-le comme vous le pensez. Hein. Tu veux qu'on arrête l'enregistrement?
je trouve qu'elle pourrait faire un peu plus d'efforts pour s'intégrer au Québec. OK? Ok. Elle travaille pour le gouvernement fédéral. Elle a des amis qui viennent d'un peu partout et de toutes d'autres nations, OK? Ouais. Mais je vois quand on fait des discussions, parce que j'ai ma belle-sœur qui s'est mariée avec un Québécois, des fois, je suis des choses et puis j'entends, je vois que même si on a 18 ans au Québec, elle sait absolument rien du Québec. Je m'excuse, mais Non, très bien. Merci, Jacques. Oh, merci. Je suis toute seule. Elle s'appelle comment? Vous habitez où? Alors, on a eu aussi une demande de parole de Nick jeudi, je crois. C'est ça? Tifa Haché, Jean-David. Oui. Oui, Tifa Haché, bonjour. Jean-David. Vous m'avez dit, vous avez pas dit que vous étiez d'origine romaine? Aussi. Alors, Tifa Haché, ça veut dire bonjour en Oui, romain. Tefach. Salam alaikum, Habib. Je remenais, je Et sac pâté, Jacques. Moi, je voulais dire d'abord, vraiment, merci. Et je suis un fan sans retenue d'Habib. Je suis son fan numéro 1. J'adore, je bois ses paroles à chaque fois qu'il prononce quelque chose et j'acquiesce à chaque fois qu'il m'invite. Mais je voulais savoir, j'avais une demande pour Jacques, c'est savoir si pourquoi il perçoit que sa communauté ne l'a pas aidé. Quelles ont été les raisons, selon lui? Je ne sais pas pourquoi que j'ai pas senti. Quand je me suis lancé dans mon entreprise j'ai eu beaucoup plus de feedback positif d'autres personnes que ma communauté qui aussi ont besoin à peu près des mêmes produits que j'offre. Peut-être que je suis trop impatient, mais je pense qu'il y a une demande pour mes produits. Mes produits ne sont pas typiquement liés à une seule place. Et puis, on va prendre une affaire bête. OK? Je vais être dans un groupe Facebook, OK? Où on prône l'encouragement des entreprises de certaines communautés. Je vais faire le même post, OK? Le même. Je change quelques verbes, comme disait Habib tantôt. Et puis, ça va... Mon post dans une communauté va passer la journée même si c'est un groupe qui a 30 000 personnes, le même post dans ma communauté qui a à peu près le tiers du nombre de personnes et avec plus d'administrateurs, ça va passer dans une semaine. Okay. J'ai fait cette discussion avec d'autres personnes. Peut-être que c'est moi qui suis trop impatient et peut-être que c'est moi là. Mais sauf que c'est pas... Je comprends pas. C'est tout simplement... S'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer, logiquement, je vais l'accepter. Okay. C'est l'algorithme de Facebook. Alors Jacques, juste une dernière question parce qu'on va conclure ce webinaire parce que le temps passe vite. Okay. Il y a Blaise qui demandait juste une réponse courte. Quels sont vos produits et les services que vous vendez? Je vends des trophées pour tout type d'événements, à des magasins de trophées. Ok, parfait. Très bien. Ben, écoutez, en tout cas, merci Jacques pour ce témoignage. Et puis, merci aussi Nick. Donc, mulțumesc. Nick, si, mulțumesc. Voilà, si vous parlez un peu roumain. Et puis, merci encore à Habib pour ta contribution.
Et puis, ben, soyez connectés sur les pages d'Agro Alliance sur LinkedIn ou Facebook. Et on aura des nouvelles à partager avec vous très prochainement. On a plein de bonnes surprises pour les semaines à venir. Donc, merci à tous. Bonne fin de journée et profitez du soleil. Là, visiblement, c'est une journée qui est une belle journée aujourd'hui. Donc, déconnectez de vos ordinateurs et allez balader aussi un petit peu au soleil.